Nous allons avoir un autre dessert maintenant, c'est celui que va nous offrir Michel Mazot. Elle nous a promis qu'elle va présenter sa conférence non pas en la lisant mais en la chantant. Et donc vous allez entendre la soprano Michel Mazot, qui est médecin de rééducation. Elle a pratiqué la neuropsychologie au sein des services de soins et d'éducation spécialisés pour enfants. Ses nombreux ouvrages sont des livres de référence pour tous ceux qui travaillent sur le terrain avec des enfants ayant des difficultés cognitives. Aujourd'hui, elle nous parlera des fonctions exécutives et de leurs implications dans le ADHD. À vous, Michel. Il y a de la flotte, là. Bonjour, eh bien écoutez, j'aurais voulu déjà commencer par remercier Madame Candy, enfin c'est votre prénom, excusez-moi. C'est l'émotion, mais ça va passer, ça va passer. Remercier en tout cas la Fondation de m'avoir invitée ici et de me donner l'occasion de vous parler du TDAH et du syndrome dysexécutif. Alors, je vais faire ça en 3 parties en fait. J'ai conçu ma courte intervention en 3 courtes parties. Une première partie pour vous préciser le contexte dans lequel je vais vous parler des syndromes dysexécutifs. En effet, il s'agit d'une orientation très cognitiviste et je vais vous parler de la neuropsychologie. Et je voudrais expliquer, comme l'a fait juste avant moi, l'oratrice qui était juste avant moi, qui a pris 3 petites minutes pour nous dire « Attention, attention, ne caricaturons pas le DSM, faisons attention à ce que nous faisons ». Je voudrais vous prendre 3 petites minutes pour dire qu'est-ce que c'est que les 10 en général, puisqu'on va parler d'un syndrome 10 exécutif, et comment la neuropsychologie voit cette affaire des 10. Ça sera la première partie. La deuxième partie, eh bien, j'essaierai de vous montrer, peut-être de vous convaincre, je ne sais pas, comment les troubles de l'attention, le TDAH, peut-être que j'aurais eu tendance à dire le syndrome 10 attentionnel, vous voyez jusqu'où j'irais, est un syndrome qui peut être compris. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça passe tout seul, là. C'est l'horreur, ça. Je ne touche à rien. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Comment le TDAH peut être compris comme un trouble de l'inhibition et donc l'inhibition étant la fonction centrale des fonctions exécutives, je vais vous en parler, comment on peut comprendre le TDAH dans certaines acceptations, évidemment, dans certaines formes cliniques, comme étant en fait une des parties ou un sous-ensemble ou peut-être un des symptômes des fonctions exécutives. Enfin, je décrirai bien sûr les fonctions exécutives très rapidement aussi. Donc voilà en 3 parties. Alors tout d'abord, le contexte. Qu'est-ce que c'est que la neuropsychologie ? C'est pas le mot important est le mot neurologie. En fait, la neuropsychologie est une branche de la neurologie. Et donc, la neuropsychologie a beaucoup bénéficié des avancées des neurosciences dans les années 60, 80, 90, qui a été le début de la neuropsychologie infantile, puisque auparavant, évidemment, existait la neurologie la neuropsychologie adulte, mais non la neuropsychologie infantile. En effet, nous savions depuis toujours, bien sûr, que le cerveau adulte était un puzzle fait de multiples fonctions, systèmes, sous-systèmes, réseaux de neurones spécialisés, mais massivement interconnectés. On avait toujours su ça. Alors ça, je vous donne un exemple. Cet extrait... Je crois que ce n'est pas écrit, c'est pas bien du tout ça. C'est extrait d'un livre qui s'appelle Le cerveau-thermomètre de Monsieur Cohen. Si vous me demandez son prénom, j'hésite. C'est pour ça que j'hésite. Mais je vais retrouver la référence. Donc, ce qui est très intéressant, c'est ça, c'est de comprendre que finalement, toute activité mentale, si simple soit-elle, par exemple, là, c'est l'activité de dénomination d'une image. On montre à l'enfant un chat, il faut qu'il dise chat. Comment ça s'appelle? Dis-moi ce que tu... etc. Suppose en fait la collaboration. Vous voyez là une succession d'interventions
de nombreux sous-systèmes cérébraux qui sont tous parfaitement identifiés et qui, bien sûr, collaborent les uns avec les autres. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont indépendants. Ils sont isolables en cas de panne et absolument interdépendants et massivement connectés, évidemment, dans la vie normale. Et c'est le rôle du neuropsychologue, c'est ça son job, et c'est ça le rôle du bilan neuropsychologique, c'est de chercher à identifier le ou les sous-systèmes dysfonctionnants derrière le symptôme. Le symptôme est toujours le même, l'enfant au lieu de dire chat, il dit pas chat, mais évidemment il y a 1000 façons de ne pas dire chat. Hein, il peut dire je ne sais pas, ou il peut dire ah ça a l'air d'un lapin, ou il peut dire ati miaou, ou je ne sais quoi, ou il peut dire ah ça. Et cette façon d'échouer, bien sûr, va lui donner la même note dans un test étalonné. Et bien entendu, cette même note n'aura pas la même signification, puisque toute tâche mentale sollicite plusieurs fonctions cognitives qui doivent collaborer ensemble, et que bien entendu, dans ces cas-là, le symptôme ou la note finale, qui ne reflète que le symptôme, peut référer à, ici j'ai un petit peu exagéré, hein, à toute une série de pathologies très différentes. Ici, par exemple, seules en bleu sont les pathologies d'origine langagière. Les autres pathologies qui ne sont pas en bleu ne sont pas du domaine du langage. Et vous voyez donc le fait que l'enfant dise chat, pas chat, à la fin, qu'il dise chat, quel que soit le score qu'il a à cette épreuve, pour un même score, vous allez avoir toute une série de diagnostics possibles sur le plan neuropsychologique, si le bilan neuropsychologique est bien mené. Donc c'est ça, une performance identique à une même épreuve peut avoir des significations très différentes. Ceci est fondamental pour ne pas caricaturer la neuropsychologie. Évidemment, la neuropsychologie n'est pas un listing de scores à des tests. J'insiste là-dessus parce que quelquefois on entend cette caricature que bien sûr personne n'abonde. Donc un même score à une même épreuve peut référer à des pathologies très très différentes, et c'est ça le boulot du neuropsychologue. Et donc l'idée aussi, c'est que quand on a plusieurs épreuves, je pense par exemple, je ne sais pas, aux épreuves qui sont souvent proposées, des épreuves dites, des tests dits d'intelligence, bien que personne ne sache très bien de quoi il s'agisse. Je pense au WISC, aux échelles de Wechsler adaptées à l'âge, ou à d'autres sortes d'épreuves, la Teach, le ceci, le cela, enfin la NEPSI, tout ce qu'on peut passer. Il est très intéressant, très très important pour un neuropsychologue de ne jamais trouver des notes d'indices de ceci, de cela, qui moyennent différentes épreuves, puisque déjà une épreuve, il y a déjà plein de réseaux et de sous-réseaux, de systèmes et de sous-systèmes qui sont en jeu, alors qu'en plus on en a moyenné 2 ou 3 pour avoir l'indice de ceci ou l'indice de cela, on ne sait plus ce qu'on fait. D'autre part, bien sûr, il est très important pour le neuropsychologue de confronter les épreuves ratées entre elles, les épreuves réussies entre elles, de confronter les épreuves ratées en faisant le listing de toutes les fonctions cognitives sollicitées par telle épreuve et par telle épreuve, de façon en les croisant, à essayer d'extraire quel est le système ou le sous-système dysfonctionnant. C'est ça le travail du neuropsychologue. S'y ajoute une troisième méthode très importante, ça c'est la méthodologie du bilan neuropsychologique, qui est l'analyse qualitative des erreurs. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'enfant qui vous dit « j'en l'image d'un chat qui ne sait pas », eh bien ça ne dit pas du tout la même chose que l'enfant qui, devant un chat, va vous dire « je pense peut-être, est-ce que ce ne serait pas un lapin ?» Vous voyez bien que la nature de l'erreur reflète le fonctionnement cognitif de l'enfant. Alors, dans les années 80-90, donc les années, j'allais dire, des neurosciences, le grand chambardement, je dirais, en neurologie infantile, ça a été qu'effectivement, on a mis à jour de nouveaux paradigmes pour questionner le cerveau de l'enfant, à la fois comment arrivait ce cerveau, comment était organiser le cerveau du bébé. On avait répété pendant des décennies que le cerveau de l'enfant était une terre vierge sur laquelle allaient s'inscrire les expériences sensorimotrices. Je crois que ce n'est pas dans la patrie de Jean Piaget que je peux trop aller sur ce terrain, mais tout de même,
Et donc, ces nouveaux paradigmes d'habituation nouveauté, hein, c'est la succion non nutritive et le regard préférentiel chez les bébés, et l'imagerie cérébrale ont permis de mettre à jour deux choses très très importantes. D'une part, ce qu'on a appelé au départ les compétences précoces, ça veut dire quasiment innées, sous-entendu génétiquement programmées, allez, soyons courageux, du bébé, et donc avec quoi il arrive. Et on a mis en évidence aussi quels sont les processus qui sont à l'origine du développement cognitif chez le bébé. Alors, ces connaissances dans les neurosciences ont rapidement diffusé en neurologie infantile, et en particulier dans la partie neuropsychologique de la neurologie infantile, c'est-à-dire celle qui s'intéresse aux fonctions cognitives chez l'enfant. Donc, on a montré dans les années 70, 80, 90, hein, la modularité cérébrale du cerveau de l'enfant d'emblée. Ce qui veut dire que d'emblée, le bébé arrive avec un cerveau qui n'est pas vierge du tout, qui est déjà pré-programmé virtuellement pour un certain nombre de fonctions, de systèmes, de sous-systèmes spécialisés. Et donc, il était possible de concevoir, alors là je vous montre, oui, ça c'était juste pour illustrer, excusez-moi, je viens un petit peu en retard là, c'était juste pour illustrer ces histoires de QI, et quand on met plusieurs, ou d'indices, de notes d'indices, hein, quand on commence à mettre plusieurs scores ensemble à des épreuves, vous voyez, ça c'est des enfants qui ont à peu près les mêmes scores et la même différence de score entre des indices de raisonnement verbal, des QI verbaux et des QI performance, les indices de raisonnement performance. Et pourtant, vous voyez, il s'agit de 3 profils très très différents et d'enfants en fait qui se trouvent avoir tous les 3 des pathologies très très différentes. Hein. C'était pour illustrer ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc là, il faut faire très très attention. Donc, il y a toujours évidemment, depuis les années 80, des troubles cognitifs globaux, comme on les avait toujours connus, hein, des déficiences intellectuelles, des troubles envahissants du développement, des troubles du spectre de l'autisme. Mais à partir du moment où on a compris que le cerveau de l'enfant était déjà préprogrammé avec ces petits sous-systèmes tout près, bien sûr virtuels, personne ne pense que ça arrive comme ça et que ça va se développer comme ça, les petits systèmes tout près virtuels et innés, spécialisés dans tel ou tel secteur de la cognition, leur rôle, c'est de permettre des interactions adaptées avec l'environnement, et donc le développement de l'enfant. Et donc, à partir de ce moment-là, on a pu concevoir, puisqu'avant c'était ça qui nous manquait, que des troubles de la cognition pouvaient être non seulement toujours, bien sûr, des troubles globaux, mais aussi qu'il pouvait exister des troubles spécifiques de tel ou tel secteur, système ou sous-système cognitif, y compris chez l'enfant et y compris d'emblée chez le bébé, d'où la naissance des 10 et d'où cette impression chez certains d'une mode. Hein, forcément... ça date des années 80-90. Donc, sur le plan clinique, on dira en gros, c'est les années 2000, hein, le temps que ça émerge au niveau clinique. Donc, d'où cet éventail de 10 machins qui touche évidemment toutes les fonctions cognitives de l'enfant, qui peuvent toucher toutes les fonctions cognitives de l'enfant, tous les systèmes ou sous-systèmes avec lesquels arrivent les bébés, qui peuvent être dysfonctionnants ou pas tout à fait nickel chrome. Bien sûr, là, j'ai mis en exergue le TDAH, que, évidemment, de mon point de vue, j'aurais préféré qu'il s'appelle syndrome 10 exécutif, trouble 10 exécutif, hein, qu'il aurait mis dans le trouble des 10 machins, c'est-à-dire de tous ces symptômes, de tous ces troubles, de tous ces diagnostics qui disent l'anomalie spécifique dans un secteur de la cognition, les autres secteurs de la cognition étant intacts. Et puis, bien sûr, je pense que... Je ne sais pas pourquoi, ça... Ah ben c'est magnifique. Ah non, j'ai été très... Et puis là, c'était juste pour vous amuser, 2 petits 10 dont vous n'avez pas encore entendu parler, mais pour vous dire que toutes les fonctions cognitives de l'enfant, évidemment, peuvent être dysfonctionnantes, malheureusement, et donc vous entendrez aussi parler des dysmnésies. Certains d'entre vous ont peut-être entendu... On ne dit pas les dysgnosies chez l'enfant, parce qu'en français, c'est impossible à dire, dysgnosie. Et donc, on parle souvent des agnosies de l'enfant, mais on a tort. Donc...
des compétences innées. Ces compétences, elles ont un intérêt. Ne faites pas dire aux neurosciences ce qu'elles n'ont pas dit. Les neuroscientifiques n'ont jamais pensé que les petits bébés étaient tout. Nous ne sommes pas des innéistes. Nous ne croyons pas que tout est inscrit dans le cerveau de l'enfant et que, crac, ça va se développer, que ça va l'être. Pas du tout. Par contre, nous savons, ce n'est pas une croyance, que les bébés arrivent avec donc ces petits réseaux de neurones déjà pré-spécialisés, dont le rôle est de permettre des interactions adaptées avec l'environnement. Ces compétences précoces, ces petits réseaux de neurones spécialisés sont donc innés. On parle souvent de boîtes à outils spécialisées. Leur rôle, c'est de permettre les interactions adaptées avec l'environnement. Et c'est cela qui permettra les apprentissages. Donc, de mon point de vue, nous sommes maintenant, voilà la nouveauté. Voilà, je vous ai encadré ici le champ de la neuropsychologie et et le champ plutôt de la pédopsychiatrie. Et je crois que nous devons maintenant avoir de nombreuses intersections que nous essayons de mettre en place. Et je vous remercie de cette journée qui, pour moi, est très très riche justement dans ces intersections. Donc voilà ce que je voulais vous dire absolument sur le cadre d'où je vous parle. Donc maintenant, est-ce que le TDAH est un trouble de l'inhibition ? Alors le TDAH, je ne rappelle pas de quoi il s'agit, un trouble de l'attention, impulsivité, hyperactivité. Je l'ai mis entre crochets. C'est et l'hyperactivité est quelque chose de, j'allais dire, facultatif dans le syndrome, mais on en a déjà parlé avant. Donc, comment on fait le diagnostic ? J'ai marqué à côté 2 sortes de choses. D'une part, les critères du DSM-5, maintenant, bien sûr, dont Madame vient de nous parler, et les questionnaires, que vous connaissez tous selon vos... On ne va pas dire connaître en particulier, mais enfin, bon, tout le monde l'utilise, donc pourquoi pas. Et puis, là, j'ai cité 2 tests que j'aime bien, il y en a certainement d'autres, mais qui sont quand même très utilisés par les cliniciens, et qui sont des tests neuropsychologiques, la TEACH et le KITAP. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Enfin, ça n'a pas, je pense que vous les connaissez. La TEACH est très, très connue. Alors, bien entendu... Non. Cool. C'est moi qui suis un peu aussi, peut-être. Alors... Donc, pour rentrer dans un critère de 10, puisque nous, on va parler de syndrome 10 attentionnel ou 10 exécutif, eh bien, il faut d'abord, et c'est pour ça que je vous ai un tout petit peu fait cette introduction un peu rapide sur les 10, qu'est-ce que c'est de notre point de vue, parce que d'abord, l'enfant, avant d'être qualifié de 10 attentionnel ou de 10 exécutif, ou de 10 n'importe quoi, il doit d'abord rentrer dans les critères des 10. C'est-à-dire qu'il doit avoir un niveau de développement un niveau d'intelligence générale préservé. Le trouble doit être durable, je crois que Madame en a beaucoup parlé. En même temps, alors s'il s'agit, le trouble existe depuis toujours et en toutes circonstances, ou presque, Madame en a parlé, et il implique un handicap social et dans le domaine des apprentissages. Alors, quand on rentre dans tout ça, on a notre diagnostic et on est content. Donc, j'ai beaucoup insisté donc, sur l'anepsie, le TAP et le KITAP, qui sont donc des tests intéressants, et qui sont intéressants aussi parce qu'ils permettent d'explorer différentes dimensions de l'attention. Et donc, on observe ces différentes dimensions de l'attention reposant elles-mêmes sur des sous-systèmes qui sont en partie, chevauchants et en partie indépendants. Donc il y a des enfants qui peuvent avoir certaines dimensions de l'attention qui sont atteintes et d'autres qui ne le sont pas, ou moins, ou beaucoup moins. Et d'autres beaucoup plus. Donc ces tests nous paraissent très intéressants puisqu'ils nous permettent d'identifier pour un enfant, pour tel ou tel enfant, de faire un petit peu une photo plus précise des difficultés qu'il rencontre et des dimensions qui sont plus ou moins impliquées. Alors j'ai dit, est-ce que le TDAH serait un trouble de l'inhibition ? Eh bien, on pourrait comprendre. Et on pourrait, vous pensez que c'est ce que je vais défendre là devant vous, c'est mon point de vue bien sûr, on pourrait défendre l'idée que la distractibilité de ces enfants est un défaut d'inhibition des distracteurs,
L'idée que l'impulsivité est un défaut d'inhibition de ce qu'on appelle la réponse dominante, mais je vais vous parler de tout ça, et que l'hyperactivité serait un défaut d'inhibition motrice. Donc, je vais vous reprendre tout ça sous cette forme de l'inhibition et vous parler des fonctions exécutives. Donc, je vais décrire très brièvement que sont les fonctions exécutives. Je me permets de faire ce petit rappel, peut-être un peu inutile pour certains, mais peut-être pas pour tous, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps qu'on parle des fonctions exécutives chez l'enfant. C'est quand même assez récent. Et comme ça me permettra de revenir en conclusion sur le TADA, un trouble de l'inhibition. Allez. Non, là, ça, là, il a fait trop, là. Sois gentil. Donc, les fonctions cognitives, évidemment, sont... J'ai parlé de différents systèmes et sous-systèmes. En fait, tous ces systèmes et ces sous-systèmes, j'ai dit qu'ils étaient largement interconnectés, massivement interdépendants, mais en fait, ils sont en plus hiérarchisés. Et donc, en gros, là, je vous donne les grosses subdivisions, finalement, de la neurologie ou de la neuropsychologie. Hein. Le langagier, le mnésique, le practo-gestuel ou visiospatial, les gnosis, ça va très bien. Mais... en fait, l'attention et les fonctions exécutives occupent dans cet ensemble une position hiérarchique particulière, puisque ce sont des fonctions qui diffusent, qui régulent toutes les autres. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et donc, ce qui est important, c'est là encore toujours de comprendre que c'est l'ensemble de tout ce fonctionnement qui va permettre chez l'enfant le développement du langage oral et les apprentissages scolaires. Donc, quand un enfant a des troubles d'apprentissage à n'importe quel niveau, c'est toujours un symptôme. Et bien sûr, le travail du neuropsychologue, c'est de remonter par la méthodologie que je vous ai donnée tout à l'heure jusqu'au système, module sous module, système sous système, qui serait dysfonctionnant. Hein, donc c'est l'ensemble des interactions hiérarchisées entre modules, sous-modules, etc., qui permet les apprentissages scolaires ou autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que puisque le cerveau est formé comme ça de tous ces petits sous-systèmes que j'ai symbolisés ici par des cercles, ce que vous voulez, la mémoire comme ci, le machin comme ça, le visiospatial comme ci, voilà, il y en a comme ça, il y en a plein, et qui sont interdépendants. C'est ce que j'ai voulu marquer en faisant ces cercles qui s'intersectent. Eh bien, il y a un énorme système au-dessus, évidemment, qui régule cet ensemble, et c'est le système exécutif, qui en fait joue un rôle, on dit, de chef d'orchestre. Je crois que c'est une notion assez facile à comprendre. C'est-à-dire qu'ici, vous avez les cuivres, les percussions, etc. Tout le monde doit jouer quand même la même symphonie. Donc tout le monde doit apprendre, doit avoir un bon instrument. Sinon, si vous n'avez pas le bon instrument au niveau langagier, vous êtes dysphasique. Mais il ne suffit pas d'avoir le bon instrument et la bonne partition. Il vous faut aussi jouer bien comme il faut avec les autres. Et ça, c'est le rôle des fonctions exécutives. Eh bien, c'est bien. Et donc, qu'on appelle aussi fonctions intégratives. Donc, dans ces fonctions qu'on appelle donc des fonctions, vous le comprenez, l'idée des fonctions transversales, on distingue facilement 3 grands sous-systèmes qui sont vraiment individualisables, bien que interdépendants, je ne le redis pas, l'attention, la mémoire de travail et les systèmes inhibiteurs. Voilà. Alors, vous voyez comment l'attention peut devenir soit un sous-ensemble des troubles des fonctions exécutives, soit un symptôme qui va attirer l'attention sur les fonctions exécutives. Donc, je vous le refais autrement. Voilà les fonctions exécutives, avec flexibilité, jugement, on va en reparler. Et l'idée que les fonctions exécutives, donc en bleu, là, c'est l'inhibition, et que il y a 2 autres parties très importantes dans ces fonctions exécutives. L'attention, avec le superviseur attentionnel, le système attentionnel superviseur. La mémoire de travail, avec ce qu'on appelle l'administrateur central, c'est-à-dire la partie exécutive
de la mémoire de travail et la partie exécutive de l'attention. C'est très très important de notre point de vue parce qu'évidemment, on a parlé, Madame a parlé des difficultés scolaires des enfants, par exemple du fait que quand ils lisent, ils ne savent plus ce qu'ils ont lu au bout de quelques pages parce qu'ils ont une très mauvaise mémoire de travail. Ce n'est pas seulement la capacité, j'allais dire le réservoir mémoire de travail, la taille de la mémoire de travail qui est déficitaire, c'est la gestion. Vous comprenez que les fonctions exécutives, leur travail, c'est de gérer toutes les autres fonctions, en particulier la gestion et la régulation de l'attention, la gestion et la régulation de la mémoire de travail. Donc, les fonctions exécutives, c'est un ensemble de processus qui permet de réguler de façon intentionnelle. Ça, c'est très important. Ça veut dire de façon consciente et volontaire. C'est un système particulier. Sa pensée, ses actions, sa réflexion, pour atteindre un but. Donc, ce sont des actions finalisées. Lorsque la tâche est nouvelle ou complexe, c'est très important. Ça veut dire que quand la tâche n'est pas nouvelle ou pas complexe, vous n'avez pas besoin de chef d'orchestre. L'orchestre symphonique de Berlin ou de Vienne n'a pas besoin de chef d'orchestre pour jouer Happy Birthday to You. Vous voulez que je chante peut-être, monsieur? Donc je ne vais pas le faire, je vais vous aimer. Voilà. Mais évidemment, s'il s'agit d'une symphonie un peu complexe, là, ils ont besoin que le chef d'orchestre se réveille. C'est exactement pareil au niveau cérébral. Alors, de quoi dispose notre chef d'orchestre exécutif pour contrôler un petit peu tout son petit monde et pour contrôler et gérer et réguler toutes les autres fonctions, de deux grandes fonctions, l'inhibition et la planification. Je ne vais vous parler que de l'inhibition qui est l'affaire centrale des fonctions exécutives. La planification, c'est la gestion dans le temps d'une action, d'une réflexion. Il faut s'organiser un peu pour faire les choses dans un certain ordre. Donc ça touche la régulation gestuelle, il faut faire les choses dans un certain ordre, le raisonnement, le jugement des résultats, revenir sur ce qu'on a obtenu, le comparer à ses buts, quel était le but initial, qu'est-ce que j'ai obtenu, quelle est la différence entre les deux. Et puis quelque chose de très important, puisque vous savez qu'on en parle beaucoup aussi pour les TDAH, la gestion des délais. Comment je peux attendre ou ne pas attendre. Ça, c'est la planification, c'est tout ce qui est gestion temporelle. Je ne vais pas beaucoup, juste je le signale. Et puis, je voudrais vous parler beaucoup de l'inhibition, parce que même la planification, qui est donc une des baguettes, on a un chef d'orchestre avec deux baguettes, en fait, inhibition et planification, mais même la planification est sous la dépendance de l'inhibition. Donc, l'inhibition, c'est... Alors, l'inhibition au sens neurologique du terme, bien sûr, je ne voudrais pas qu'il y ait de confusion dans la salle sur le terme inhibition. Donc, ici, juste pour vous montrer que rien que... voyez, il ne faut pas croire qu'on ne met, comme j'ai dit, on n'utilise les fonctions exécutives que dans des situations nouvelles. Mais en fait, les situations sont nouvelles en permanence. C'est la vraie vie. Un petit enfant qui a ses petits cubes là et qui veut faire un petit château avec ses cubes, il est dans une situation nouvelle. C'est la première fois qu'il veut faire ce château-là avec ses cubes. Et donc, il va falloir qu'il planifie, qu'il exécute, qu'il évalue, qu'il ne pense pas à 10 choses à la fois, qu'il aille au fond. Et donc, c'est quelque chose d'intentionnel, c'est une nouvelle action, et il aura besoin de fonctions exécutives. Évidemment, il s'agit là, vous voyez, d'autres choses. J'ai illustré avec des adultes qui jouent aux échecs, mais entre les deux, toutes les actions de la vie quotidienne sont... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si je vous ai tout dit ce qui était avant, oui. Qu'est-ce que ça veut dire inhiber sur le plan neurologique? Parce qu'il y a inhiber quoi? Il faut inhiber quoi? Alors, il faut inhiber tout ce qui gêne. Alors, tout ce qui gêne et qui vient tout seul. Le vrai problème, c'est que dans notre fonctionnement, de tous nos petits modules et sous-modules, etc., heureusement, la plupart du temps, pour les actions habituelles et routinières, nous sommes munis de systèmes de fonctionnement automatique, on va dire. Ce qui est très très pratique, très facile, ce qui économise beaucoup d'énergie aux humains, ce qui permet d'avoir des réactions rapides, efficaces et adaptées dans quasiment toutes les situations de la vie courante. Et cela d'ailleurs nous libère pour des situations intelligentes où nous sommes devant un nouveau problème ou devant un nouveau château à construire avec nos cubes pour la première fois. Et donc, il s'agit essentiellement d'inhiber ces automatismes qui, eux, arrivent tout seuls à partir d'un déclencheur. Il y a quelque chose, vous mettez un micro et hop, je parle. Donc ça, c'est...
Et donc, il y a des fois, il faut que j'inhibe. Et donc, justement, quand la situation n'est pas... et inhiber ces routines est un travail coûteux sur le plan cognitif. C'est un effort, c'est difficile, c'est coûteux, et ça se développe très progressivement chez l'enfant, depuis le début, bien sûr, depuis la naissance, mais essentiellement, je veux dire, il y a un gros... entre 3-4 ans et 12 ans. Et puis ça finit jusqu'à l'adolescence, et là je ne donne pas d'âge, puisque les messieurs c'est quand même tellement tardif que ça leur ferait honte, mais pour les dames qui sommes plus nombreuses, nous c'est beaucoup plus tôt, Et donc, si c'est vrai. Non, mais ça c'est scientifique, hein. Le reste je ne sais pas, mais ça oui. Et donc voilà. Et donc ce qu'il faut absolument, c'est absolument inhiber ces automatismes dont nous ne sommes pas conscients, alors que l'inhibition, elle, doit arriver de façon consciente. Le chef d'orchestre, il doit savoir ce qu'il fait. Donc c'est un gros travail, et ce n'est pas du tout quelque chose de trivial, c'est ça que je veux dire. Je vous montre un petit exemple, c'est pour vous amuser. Voilà, imaginez... C'est le trail making test, peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent, c'est très vite fait, c'est très sympathique. On demande dans un premier temps 2 conditions, toujours dans tous les tests qui testent les fonctions exécutives, il y a toujours des conditions dites préalables. C'est-à-dire qu'au d'abord, on montre que l'enfant, ou vous, ou moi, nous avons un certain automatisme. Et que cet automatisme permet de répondre très rapidement à un certain nombre de consignes. Et là, on montre à l'enfant, il a écrit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans des ronds, et il faut qu'il les relie dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous voyez. On a d'autres ronds, il y a écrit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, et donc il faut qu'il relie A, B, C, D, E. Vous voyez comme c'est complètement automatique, parce que je peux penser A, B, C, D, E, F, G, et me demander quelle heure il est en même temps, et si je suis dans les temps, etc. Mais... au moment où on va tester justement la capacité d'inhibition de l'enfant, ou la vôtre ou la mienne, hein, je parle de l'enfant parce que je travaille avec des enfants, on va regarder si l'enfant est capable d'inhiber ses automatismes. Soit des automatismes qui sont là chez tout le monde, soit des automatismes, on est très pervers, qu'on aura entraînés auparavant. Bon. Pourquoi ça, hein? Et donc là, vous voyez, la condition interférente, c'est celle-là. Hein. On va demander à l'enfant de relier 1 A, 2 B, 3 C, et donc de ne pas aller de 3, 4, 5, 6, 7, 8, ou C, D, E, F, G, H, I, J. Voilà ce qu'on va lui demander. Et ça, c'est voilà, c'est un petit test qui est d'ailleurs pas très... Là, je vous montre et pour vous amuser, mais je pense que ça vous amuse beaucoup, ce que fait Justin. On s'en fiche, hein, ce qu'il fait, vous voyez, il fait 1 A, 2, alors la mince, 2, 3, ah non, elle avait dit B, 4, alors il ramène, enfin, voilà, c'est mignon. Non, mais je veux dire, c'est assez démonstratif. Et Justin, il est là, il veut faire comme on a dit. Hein, je reconnais la description que vous en avez faite. Et vraiment, il est désolé, il voit que ça ne va pas. Il voit très bien qu'il ne répond pas à la consigne. Hein. Alors, juste parce que je suis en Suisse, je n'ai pas résisté au plaisir provocateur de parler de l'erreur non A non B. Hein, l'erreur A non B. Hein, vous savez donc que quand les bébés, c'est ce qui est écrit là, je vous le rappelle, j'ai honte de vous le rappeler, hein, un objet, ici on a caché, c'est une petite voiture, hein, est d'abord ostensiblement, c'est-à-dire à la vue de l'enfant, caché au premier endroit, c'est A, hein, et puis sous le deuxième endroit, gris, c'est B. Voilà. Et vous savez que jusque vers l'âge de 1 an, les bébés continuent, quand même, ils vous ont vu passer le truc dans là, et ils continuent à aller chercher le truc sous A. Bon. Alors, vous savez ce qu'avait dit M. Piaget, donc, il a dit, je suis un peu perplexe quand même, hein, il avait quand même dit ça, hein, je suis très perplexe. Il a dit, bon, ils ont la permanence de l'objet, mais pas complètement. Voilà, pas complètement. Mais c'est vrai, et c'est vrai. Bon. Alors, et il continue donc de chercher l'objet à l'endroit A. C'est l'erreur A non B, commise jusqu'aux alentours d'1 an chez les enfants. C'est quand même assez extraordinaire. Eh bien, et à partir de 12 mois, vous voyez que les enfants réussissent. Alors, Olivier Houdet, hein, vous savez, qui est un
un spécialiste des fonctions inhibitrices chez l'enfant. Olivier Houdet, qui a beaucoup écrit sur le raisonnement chez l'enfant et même chez les erreurs des adultes, qui sont des erreurs par défaut d'inhibition, nous dit, moi j'interprète ça autrement, l'erreur A non B. Moi je dis, l'enfant, il ne peut pas inhiber la réponse prépondérante, la réponse impulsive qui est d'aller chercher sous le premier objet. Il a très bien compris, il sait très bien où c'est. Il n'est pas du tout à 12 mois, il sait où est l'objet. Et il a la permanence de l'objet. Vous savez même qu'on a pu montrer que la permanence de l'objet était beaucoup plus précoce que ce qu'avait pensé Jean Piaget. Et voilà, donc une réinterprétation. Et à quoi ça sert d'inhiber la réponse prépondérante. Et évidemment, là je vais vous montrer que c'est quelque chose qui évolue très doucement chez les petits-enfants. Entre 1 et 3 ans, bien sûr, donc à partir de 1 an, ils peuvent commencer à inhiber le fait de se jeter sur le premier endroit où on avait caché l'objet. Vous savez qu'on a des grands de 9 ans qui ne peuvent toujours pas s'empêcher. Donc bon, là, on est dans de la pathologie. Et donc, ils ont une capacité grandissante à différer, ce qu'on appelle la prise d'une récompense. Certains d'entre vous ont peut-être vu sur YouTube le test des marshmallows. C'est trop mignon. Il s'agit des petits-enfants. On les met devant un marshmallow, donc... Ils sont tout petits, ils ont, je ne sais pas, 4-5 ans. Et on leur dit, tu sais, je vais sortir de la pièce. Donc ils croient qu'ils sont tout seuls. Bien sûr, il y a des caméras qui les filment de partout. Et si tu ne manges pas le marshmallow tout de suite, si tu ne l'as pas mangé quand je reviens, tu en auras 2. Donc là, on voit les yeux des enfants qui s'éclairent à l'idée des 2 marshmallows. Et on voit aussi... C'est extraordinaire, les personnes s'en vont soit 2 minutes, soit 5 minutes, ça dépend des âges des enfants, etc. Et on voit, beaucoup d'entre vous l'ont vu, j'imagine, cette petite vidéo, là, c'est extraordinaire. Les enfants qui sont là, ils touchent, ils ne regardent pas. Et on voit l'effort pour ne pas se jeter, pour pouvoir différer une récompense. La plupart y arrivent. Et au moment où on leur donne les 2 marshmallows, on les voit, ils se jettent dessus. Ouah, ils mangent les 2 en même temps, tellement ils n'en peuvent plus. C'est vraiment extraordinaire. Donc, entre 3 et 7 ans, c'est très important, des progrès très importants sont observés. Ils peuvent contrôler, ils peuvent commencer à faire des tâches de type Stroop. Je crois que vous connaissez ça. Alors, des Stroop enfants, bien sûr, des Stroop bébés, c'est-à-dire pas avec des mots à lire, les pauvres choux, on va pas, mais avec des images, avec des dessins, etc. Et donc, vous savez que partout, c'est le début de la scolarisation des petits en maternelle, c'est très difficile et très controversé, vous savez, de scolariser les enfants trop tôt, avant ce moment-là. Les progrès se poursuivent donc jusqu'à l'adolescence, dont 13 ans pour les filles, 25 ans pour les garçons. Inhiber les interférences. C'est un test de Stroop. Ah mais oui, non mais... C'est incroyable. On parlait beaucoup du machisme, mais je crois qu'il y a l'inverse aussi, Alors, inhiber les interférences, c'est aussi inhiber les automatismes de raisonnement. Par exemple, là c'est un exemple, quand on dit Jean a 3 billes, René en a 8, on veut que René ait 3 billes de plus que Jean. 3 de plus, René, 3 de plus, je rajoute 3. Il y a une espèce d'automatisme, d'ailleurs si, je ne sais pas, il n'y a peut-être pas d'enseignant, mais qui est absolument incroyable et qui crée des biais de raisonnement. Vous savez qu'on peut créer des biais de raisonnement de cet ordre-là, y compris chez les adultes, simplement en les jetant comme ça dans des interférences qu'ils n'arrivent pas à inhiber. Donc la tâche de Stroop, qui est donc très connue, vous savez que vous ne devez pas dire rouge ici, mais vous devez dire la couleur de la police de l'encre. Donc là, vous devez dire bleu. Bleu, rouge, bleu, vert, rouge. Je me suis entraînée beaucoup. Et vous voyez que c'est très difficile en fait, parce que automatiquement, si vous savez lire, il y a ce qu'on appelle la lecture devient automatique et irrépressible quand on sait lire. Et donc vous êtes obligé automatiquement de lire rouge. Et donc vous devez inhiber le fait de lire cet automatisme pour dire bleu. Et comme les 2 sont des noms de couleurs, ça c'est la perversité des neuropsychologues, et donc c'est là qu'intervient l'interférence. Vous avez 2 noms de couleurs en tête. Le premier, parce que les automatismes sont beaucoup plus rapides, donc celui qui arrive en premier, c'est la lecture du mot rouge. Et
Et il faut vous empêcher de le dire, et il faut dire bleu. Et donc, ce qui va être calculé là, c'est votre capacité à inhiber. Et donc, il y a un Stroop enfant, à partir de 7 ans, si l'enfant est lecteur, bien sûr. Et il y a des Stroop enfants images qui sont un petit peu moins... Voilà. Donc, il faut donner une autre couleur, et il y a des Stroop images pour les petits. Alors, l'inhibition concerne aussi quelque chose que vous connaissez sous un autre mot, un autre terme qui s'appelle la souplesse ou la flexibilité mentale. Switcher, hein, c'est comme ça, c'est la capacité de changer, de passer d'une idée à une autre, de changer de point de vue, de changer de procédure, de ne pas rentrer toujours dans la même procédure habituelle. À partir du moment où on a un problème, ah ben il faut faire des plus, ah ben s'il y a ceci, on va faire comme ça, ah ben etc. Donc s'empêcher de... Et donc, c'est ce qui permet d'avoir une certaine flexibilité mentale. C'est extrêmement important sur le plan du raisonnement. Quand vous persévérez toujours dans la même heuristique, le même raisonnement, la même procédure, la même méthodologie, bien évidemment, vous avez ce qu'on appelle une rigidité mentale. Là, j'en parle en termes de raisonnement. Donc ça concerne les changements contrôlés, conscients, hein, comme tout ce qui concerne les fonctions exécutives, et c'est être capable de changer de point de vue, de changer de stratégie, de changer de façon de faire, de changer vraiment le point de vue. Hein. Donc là, par exemple, je vous montre, c'est très intéressant, c'est toutes les activités de catégorisation chez l'enfant. Les catégorisations par exemple, là c'est des cartes, hein, le Visconsin, et il va y avoir par exemple d'autres cartes. Vous voyez qu'on peut avoir différents critères pour catégoriser ces cartes. Ça peut être la couleur, ça peut être les images, les dessins, ça peut être le nombre. Est-ce qu'il y a 4 trucs ou est-ce qu'il y en a 3, etc. Et donc, on va commencer des classements selon certains critères et on va voir si la personne est capable, avec le même matériel, de changer de critères. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc ça, c'est pareil donc chez les enfants. La planification de l'action, on en a parlé. Et vous connaissez la tour de Londres ou la tour de l'anepsie qui aussi teste beaucoup cette capacité à organiser son idée. Alors, quand on a des troubles des fonctions exécutives, eh ben, on a des problèmes dans toutes les activités qui doivent être contrôlées. On n'inhibe pas les automatismes, donc on fait ce qu'on appelle des persévérations. On ne s'arrête pas quand on devrait, qui peuvent être gestuelles, graphiques, linguistiques. On a du mal, ce qu'on appelle les tâches à conflit, hein, c'est comme le Stroop, hein, c'est-à-dire que vous êtes en interférence. Alors, les tâches dites de go, non-go, en gros, je ne sais pas, vous avez ça aussi, j'imagine, en Suisse, c'est Jacadi. Hein, Jacadi lève la main, lève le pied. Fallait qu'on dise avant Jacadi. Bon. Donc, il ne faut rien faire. Hein, soit il faut y aller, soit il ne faut pas. L'impulsivité, donc qui est conçue comme un problème d'inhibition, et les raisonnements et la mémoire, comme je viens de vous le montrer, quand on n'inhibe pas les automatismes, on a des troubles aussi dans les stratégies aussi bien de mémorisation à long terme que de raisonnement. Ce sont des enfants qui ont du mal à gérer les doubles tâches. Donc non seulement ils ont des troubles de l'attention, mais ces troubles de l'attention peuvent être particulièrement importants dans des situations d'attention divisée, hein, où vous devez porter attention par exemple à ce que je dis et à ce qui est écrit. Et dans la gestion de la mémoire de travail, ça c'est très important, c'est pas seulement qu'ils ont une mauvaise mémoire de travail en termes de nombre d'éléments qu'ils peuvent traiter simultanément, mais c'est aussi qu'ils ont un problème dans ce qu'on appelle la mise à jour de la mémoire de travail. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou pas, ça. Hein, dans la mesure où la mémoire de travail comporte très peu d'éléments, c'est la mémoire vive, hein, une mémoire très transitoire de quelques secondes, elle comporte très peu d'éléments, donc il faut en permanence la vider et la remplir. Donc il faut la vider avec les bons éléments, ceux qui ont déjà été traités, et il faut la remplir avec les bons éléments, ceux qui sont pertinents. Et ce travail de contrôle et de gestion de la mémoire de travail, c'est les fonctions exécutives, bien sûr, qui contrôlent ça. Donc, gros problème, ce sont des enfants, donc ça va se traduire par des troubles cognitifs dans beaucoup de domaines. Hein, initier ou arrêter une action, maintenir des règles ou une consigne, aller jusqu'au bout d'une activité, coordonner plusieurs tâches ou plusieurs étapes, planifier ou résoudre des problèmes, développer des stratégies, en particulier des stratégies nouvelles. Bien sûr,
Un des symptômes sera le trouble de l'attention avec une grande distractibilité. Mais vous voyez que le trouble de l'attention, du coup, il est dans un contexte beaucoup plus large, avec des troubles de la mémoire. Ça va être des troubles de la mémoire, d'une part, bien sûr, la fixation. On n'y fait pas attention, il ne va pas mémoriser, bien sûr, mais pas seulement. C'est aussi des troubles de la gestion de la mémoire de travail et de la mémoire à long terme. Et même quand les faits ont été fixés, pris, ça arrive quand même, hein, les enfants... eh bien, il va y avoir des problèmes d'interférence et surtout de sélectivité du rappel. Ça va énormément gêner les enfants dans les apprentissages académiques. Enfin, il va y avoir aussi les troubles comportementaux sur lesquels je passe, parce que tout le monde en a beaucoup parlé, l'hyperactivité, éventuellement une désinhibition, des troubles de l'humeur, des troubles émotionnels. Là, je vous montre les persévérations, c'est des persévérations graphiques, là, par exemple. C'est vraiment amusant. Donc l'enfant doit, je pense que vous connaissez ça dans l'anepsie, il doit à partir de ces points faire autant de dessins différents qu'il peut, et vous voyez bien qu'il ne peut pas les faire différents. Il ne peut pas, il est bloqué, il est coincé là-dedans, il a commencé quelque chose là, et après il est absolument bloqué, coincé là-dedans, c'est épouvantable. Donc c'était juste pour vous montrer. Dans le domaine verbal, par exemple, ça peut être les diffluences. Voilà un enfant à qui on demande « dis-moi le plus d'animaux, les animaux que tu connais ». Il commence lion, zèbre, girafe, baleine, requin, pingouin, igloo, esquimau, banquise. Et on voit bien l'association d'idées qui est automatique, qui est vraie chez tout le monde, mais qui n'a pas été inhibée. Hein, ces associations d'idées, tout le monde les fait, c'est normal. Mais on n'en est pas conscient. Et on les inhibe parce qu'on nous a demandé des animaux. Et lui ne peut pas. Là, je ne vous raconte pas les 3 petits cochons parce que c'est trop. Là, je ne vous montre pas, c'est le même petit Timéo. Regardez la figure de Ray, elle est quand même bon. Non, mais je ne voudrais pas qu'à partir de là, par exemple, vous voyez, des fois, on m'envoie ces enfants, puis on me dit qu'ils sont dyspraxiques. Alors, non, c'est un grand dysexécutif, il n'est pas du tout dyspraxique. Voilà son écriture, c'est de la copie. Vous ne pouvez pas le lire, mais moi non plus, rassurez-vous. Alors, on propose souvent, nous, on a des jeunes enfants, outre, bien sûr, le méthylphénidate, nous proposons souvent une remédiation cognitive pour les jeunes enfants qui est inspirée, je ne sais pas si vous connaissez, de Pierre-Paul Gagné. Je pense que les Canadiens, Canada français, nous, on l'utilise beaucoup, ça nous intéresse beaucoup parce qu'il utilise des personnages métaphoriques qui permettent à l'enfant de s'emparer, de comprendre les différentes fonctions en fait, sous-jacentes à ce contrôle exécutif, et ça nous permet de travailler donc différentes fonctions dans ce domaine. Donc voilà la dernière dia, vous êtes presque sauvés. Les fonctions exécutives, donc oui, c'est de l'attention, bien sûr. C'est en général le contrôle de l'exécution et la gestion de toutes les tâches. C'est aussi énormément, beaucoup de mémoire de travail. Elle vient, ma mémoire de travail? Oui. Et donc, c'est évidemment des troubles qui vont se répercuter dans tous les domaines de la cognition et des apprentissages. Donc, ça nous paraît très important. Pourquoi c'est important, finalement, de penser les troubles déficitaires de l'attention ou un syndrome dysattentionnel comme faisant partie d'un syndrome dysexécutif, eh bien, ça permet d'une part de rendre compte d'un certain nombre de symptômes dont on voit mal la qualité attentionnelle. Je pense à l'impulsivité, par exemple. On ne voit pas bien, très bien ce que c'est sur le plan purement attentionnel. Bon. Et d'autre part, ça permet de comprendre cette diffusion dans le comportement, dans tous les apprentissages, dans toute la cognition de l'enfant, et de proposer des remédiations qui sont en amont, et non pas la remédiation en lecture, plus en écriture, plus en ceci, plus en cela, et l'enfant il va avoir 15 rééducations de je ne sais quoi, c'est l'enfer, mais de proposer en amont des rééducations qui touchent d'une part un traitement bien sûr, le méthylphénidate, quand ça marche, on est content. Deuxièmement, une rééducation cognitive avec nos petites métaphores là chez les enfants. Et troisièmement, un accompagnement des parents, comme ça a été dit précédemment. Je vous remercie de votre attention. Michel Mazot,
malgré ses très grandes qualités pédagogiques, nous met face à un sacré défi parce que le clinicien que je suis, le psychiatre que je suis, a beaucoup de peine à manier certains de ces concepts et il doit faire un énorme effort d'adaptation pour rentrer ça dans son folklore personnel. Alors la question que je veux vous poser, c'est la suivante. Pour le praticien, pour le psychiatre, surtout psychiatre d'enfant, ou la psychologue d'enfant, comment peut-elle faire appel à cette évaluation des fonctions exécutives? Est-ce qu'elle peut l'apprendre elle-même? Ou bien est-ce que, là on doit vraiment parler de transdisciplinarité, c'est-à-dire avoir à côté de soi une Michel Mazur? Dieu vous en préserve. Mais je pense que ça serait difficile pour vous. Non, je crois vraiment, pour répondre à votre question, qu'il y a une méthodologie particulière qui doit s'apprendre. Et je pense que mon point de vue est qu'il faut qu'on arrive à rapprocher un petit peu. À la fois, on se comprend tous, je crois, et en même temps, on a quand même des visions très différentes sur le même objet. Et il me semble que la transdisciplinarité, c'est la voie de notre avenir à tous, et surtout aux enfants et aux familles. Et je crois qu'il faut que les équipes, se munissent de neuropsychologues, et de neuropsychologues cliniciens, bien formés. Voilà. Je crois que c'est très important. Je pense que c'est un plus, et je crois qu'il faut que les neuropsychologues aussi apprennent à travailler dans des services de pédopsychiatrie, bien sûr. D'accord. Une dernière question avant que je passe la parole à la salle. L'inhibition pour les psychiatres et surtout ceux d'obédience psychodynamique, c'est typiquement quelque chose de pathologique. Oui. Ça, vous le saviez. J'avais repéré. Et pour nous, c'est quelque chose qu'on doit traiter. Par exemple, chez les enfants qui ont des problèmes scolaires, il y a presque toujours une inhibition de la pensée. Et c'est très intéressant de voir qu'avec les données nouvelles que nous apportent les fonctions exécutives, l'inhibition devient vraiment une vertu. Non, je pense que c'est pas la même. Je pense que c'est le même mot qui cache des représentations et des concepts très très différents. Je pense que l'inhibition au sens psychiatrique du terme reste quelque chose de très pathologique et de très gênant pour les patients. Je crois que c'est aussi le piège des mots. Le piège des mots est grand parce que quelquefois nous avons des mêmes mots pour parler de choses différentes. C'est le cas pour l'inhibition. Et des fois, nous avons des mots différents pour parler de la même chose. Et je crois qu'il faut qu'on fasse la jonction, vraiment, oui. D'accord. Du temps pour la salle? 1 minute pour la salle? Oui, madame? Oui, c'est vous. Oui, attendez, prenez le micro avant de... J'ai une question par rapport au traitement avec méthylphénidate de ces patients qu'on rencontre qui ont un syndrome dysexécutif. Donc ils viennent chez nous pour un problème d'apprentissage, ils ne sont pas hyperactifs. Et quand on les teste, ils ont en fait des fonctions attentionnelles qui fonctionnent bien, mais ils ont d'autres atteintes du trouble exécutif. Est-ce que ça vaut la peine de faire un essai de méthylphénidate, évidemment, en plus de la remédiation cognitive et du travail de rééducation? Alors ça, c'est une question que nous nous posons, parce qu'au départ, eh bien, évidemment, le méthylphénidate, je dirais, l'indication, c'était l'attention. Et voilà, oui, toujours, oui, mais bon. Alors, mon point de vue, on ne sait pas, hein, je vais vous dire, j'ai pas de réponse. Hein. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un peut-être a des réponses dans la salle. Non ? Je sollicite du regard Olivier Revel. Mon point de vue est que, comme je ne crains pas du tout le méthylphénidate, que ça ne me paraît pas être un monstre épouvantable, nous proposons, ce que vous avez dit d'ailleurs l'une et l'autre, des essais. Et nous regardons ce qui se passe. Pour l'instant, donc, on en est à une phase un peu, j'allais dire, d'hypothèse. Hein, on ne sait pas. Donc, on propose des essais, et moi, je trouve que ça les améliore bien. Voilà. Même ceux qu'on... Ben oui, mais voilà. Mon problème, il est... Donc, au départ, je pense que c'était une indication, c'était l'attention. Et puis, je ne sais pas, mais moi, voilà. Donc, ça les améliore pas tous, mais l'attention non plus.
Mais je dirais, moi, les 2/3, quoi. Donc nous, on propose des essais, souvent des essais de 6 semaines. Et on n'a souvent pas besoin de 6 semaines pour voir que ça change la donne. Hein. Ouais, oui. Il y avait de... Madame Ménage. je voulais juste rebondir sur la question de ma collègue. Oui. Et en fait, vous demandez plutôt un commentaire, parce qu'en tant que clinicien, c'est vrai qu'on se fie beaucoup à notre anamnèse. On aime compléter notre anamnèse et notre évaluation clinique par un bilan neuropsychologique, mais on sait tous que parfois, même si on est convaincu cliniquement que l'enfant a un déficit d'attention, on n'arrive pas à le reproduire dans le bilan neuropsychologique. Est-ce que vous avez une explication à ce sujet? Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, chez quel type d'enfant et pourquoi? Non. La réponse est non. Non, alors j'ai pas d'explication. Alors, quand même, moi, je suis un petit peu, comment dire, je vais être un petit peu dubitative. Voilà. Moi, je me dirais, le trouble de l'attention ou du comportement qu'on voit, à partir du moment où on ne peut pas l'objectiver par rapport à des tests, moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est dans un trouble 10 au sens où j'en ai parlé? C'est-à-dire, moi, je vous ai parlé d'un trouble neurodéveloppemental. Moi, je crois que ces troubles de l'attention ou ces hyperactivités, etc., on l'a tous dit, ce sont des symptômes qui appartiennent à une foultitude de pathologies. Alors, moi, j'aurais tendance à dire, si on ne rentre pas dans le cadre des 10, c'est-à-dire d'un certain nombre de critères qui, tous ensemble, déterminent l'idée qu'il y a un dysfonctionnement organique dans le neurodéveloppement de telles sous-fonctions cérébrales de l'enfant. C'est quand même assez... bon. Si on n'a pas assez d'éléments pour dire ça, moi j'aurais plutôt tendance a priori à me dire, bon, il a des troubles de l'attention, bien sûr, il a un comportement de type dysattentionnel, il est TDAH, est-ce que c'est lié à un 10 machin ou pas? Pas forcément. Moi j'aurais tendance à dire que non, voilà. Mais... Juste pour rebondir sur cette question-là, est-ce que dans ces cas-là, où on ne trouve pas de trouble 10 à l'examen neuropsychologique, mais qu'on donne un Ritaline ou n'importe quoi, oui. Est-ce que à ce moment-là, ce Ritaline, enfin ce médicament, est-ce qu'il n'agit pas sur l'anxiété plutôt que sur un trouble de l'attention? Je vous laisse répondre. Non, je ne saurais pas répondre. Moi non plus. Évidemment, je vois dans un domaine très intéressant qui est quel est le substrat neurotransmetteur dans ces situations. Et il est possible que peut-être l'intervention suivante vous ouvre des portes par rapport à ces questions-là, auxquelles je ne sais pas répondre. Mais je crois que si vous voulez, pour parler d'un 10 quelque chose, c'est là-dessus que j'ai voulu insister. C'est pour ça que je m'excuse d'avoir fait un petit topo si minable au début, là, mais il faut quand même être dans un certain cadre. Hein, tous les enfants qui lisent pour bien, ils ne sont pas 10 machins, parce que, vous voyez, on finit par plus savoir de quoi on parle. Donc moi, je voudrais qu'on soit assez rigoureux, surtout, on en est quand même au début, donc restons dans quelque chose d'assez rigoureux en termes de terminologie, puis on va appeler 10 ceux qui répondent à ces critères-là. Voilà. Oui. Si je comprends bien, la question est-ce que le médicament agit sur l'anxiété plutôt que sur l'attention? Et la réponse est non. Il n'agit pas sur l'anxiété. Ah, très bien. Pas du tout. Au contraire, des fois, les enfants sont plus anxieux quand on les traite. Et c'est un des effets secondaires dont il faut faire attention. Ou déprimés. Oui, déprimés. Ils ont l'air déprimés. Ils ne sont pas nécessairement déprimés, mais ils ont l'expression déprimée. Oui, oui. Mais c'est vrai. Ils ont... Merci beaucoup, Madame Mazor. Vous étiez fantastique.